Bonjour à tous et à tous, et oui, après vous l'avoir rabâché à maintes reprises hier soir, c'était la Google I.O. Alors vu que vous êtes dans le Dev Café et qu'il s'agit d'un résumé vidéo de l'actualité autour du développement, autant vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, il va très largement en parler. Mais malgré tout, vous aurez les actus en bref ou encore quelques sujets en première partie, car il n'y a quand même pas que Google dans la vie. Allez, l'objectif c'est de condenser tout ça en 10 minutes, alors on commence tout de suite. Pour commencer, voilà une info qui ferait facilement les gros titres, WhatsApp nous espionne-t-il? Alors plus concrètement, je sais pas si vous le savez, mais depuis quelques versions d'Android, il y a le Privacy Dashboard ou le tableau de bord de confidentialité en bon français. Et il vous permet de traquer l'utilisation des permissions, et ça vise d'ailleurs essentiellement les permissions sensibles comme le micro, la caméra ou le GPS. Et la fameuse info qui fait sensation, c'est qu'un ingénieur de chez Twitter a découvert que l'application Android de WhatsApp utilisait régulièrement en arrière-plan le micro. Bon, vous vous imaginez bien que c'est un ingénieur de chez Twitter, alors qui est venu lui apporter moins forte? Eh bien Elon Musk, qui pour faire avancer le schmilblick a simplement tweeté qu'on ne pouvait pas faire confiance à WhatsApp, comme qui dirait « Merci Elon ». Mais le compte WhatsApp sur Twitter a rapidement réagi en disant que le problème ne viendrait pas de chez eux, mais plutôt d'un bug côté Android, voire même peut-être plus spécifiquement au Pixel. A priori, un bug aurait été ouvert dans ce sens, mais vu que j'ai pas WhatsApp de mon côté, bien surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous rencontrez vous aussi le problème, car si c'est bien vrai, ça pourrait donner aussi des fausses informations aux utilisateurs sur toutes les applications en général, y compris les vôtres. Ensuite, quand il est question de cloud, grosso modo, le podium est occupé par Amazon suivi par Microsoft et enfin Google, et chacun a respectivement au dernier trimestre de 2022 33% de part de marché pour AWS, 23% pour Azure et 11% pour Google Cloud, soit quasiment 70% rien qu'à eux trois, autant dire que les autres fournisseurs, que ce soit les Chinois comme Alibaba ou OVH Cloud pour l'Europe, ils se partagent les miettes. Malheureusement, le problème jusqu'à présent, c'est que l'UE a laissé faire, et ce qui a donné finalement le marché aux concurrents américains. Mais pour essayer de reprendre la main, un projet de loi pour obtenir un label certifiant la sécurité des données des hébergeurs va exiger que des co-entreprises soient faites avec des opérateurs locaux. L'idée est que les entreprises européennes seront majoritaires et donc que les fournisseurs étrangers, ils ne puissent pas avoir le pouvoir de décision. Et en plus, pour avoir accès aux données des utilisateurs européens, il faudra forcément que l'entreprise en question, elle possède une division bien physique dans l'un des 27 pays. Et le projet va même plus loin en disant que toutes les données doivent être exploitées et maintenues depuis l'UE et que ce sont les lois européennes qui prévaudront. Et d'une manière générale, on dit souvent que l'Union européenne reste les bras croisés et qu'à l'inverse, des pays comme la Chine ou les US font preuve de protectionnisme, eh bien, d'une certaine manière, l'UE s'y met aussi. D'ailleurs, pour vous donner une idée de la suite des événements, les différents pays européens vont avoir accès au texte dans le courant du mois pour potentiellement le faire évoluer, avant une mise au vote un peu plus tard. Et comme qui dirait, suite au prochain épisode. Voilà, c'était donc les petits sujets pour commencer ce Dev Café, et avant de passer aux annonces de la Google I.O., place bien sûr à la partie en bref. Pour commencer, attention si vous utilisez un adblocker pour visionner cette vidéo, car d'une part, votre serviteur ne va pas gagner les petits centimes, mais surtout Google voudrait stopper cette pratique. En effet, certains utilisateurs ont une pop-up leur interdisant tout simplement les adblockers. Ensuite, c'est bien beau de parler d'IA, mais il est aujourd'hui très difficile de comprendre ce qui a mené à une réponse. C'est pour cette raison qu'OpenAI développe un outil pour comprendre quelles parties ont été appelées et avec quels éléments en entrée. Vous pouvez d'ailleurs en tester les prémices car il est livré en open source sur GitHub. Google a beau vouloir sortir une tablette, les chiffres montrent que les consommateurs sont moins friands car après une réaccélération pendant les fêtes de Noël, le premier trimestre est moribond pour tous les acteurs avec par exemple Apple en baisse de 17%. Et enfin, une info people car les îles Vierges américaines cherchent à contacter Larry Page, le cofondateur de Google. Ils veulent en effet l'inciter à comparaître dans une affaire ayant des liens avec Jeffrey Epstein. Malheureusement, la justice n'arrive pas à trouver son adresse et va essayer de le convoquer par l'intermédiaire d'Alphabet. On reprend et voilà donc l'Edouard du futur qui va vous résumer les annonces de la Google I.O. Mais si vous allez à la machine à café et qu'on vous demande un tout petit résumé, vous n'avez qu'à dire qu'il y avait de l'IA. Bon, plus concrètement, aujourd'hui je vais essayer de vous faire un résumé assez général des deux keynotes, à savoir celle pour le grand public et celle pour les développeurs. Car dès à présent, je crois qu'il y a à peu près plus de 200 sessions à regarder en vidéo, autant dire que sans machine à remonter le temps, j'aurais du mal à vous en parler en aussi peu de temps. Pour ça, je vous propose qu'on fasse d'abord les sujets classiques que sont Flutter et Android, et après on parlera un peu plus général. Alors pour ce qui est de Flutter, honnêtement la partie annonce était une perte de temps, mais malgré tout dans les articles il y a 2-3 petites infos. Alors déjà pour Dart, la version 3 est disponible et je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo que j'ai fait en début de semaine qui vous montrait les nouveautés.
Et en plus de ça, ils en ont profité pour parler de l'avenir et il est question des inline classes et d'avoir un constructeur principal. En revanche, malheureusement, si vous attendiez le metaprogramming, c'est-à-dire de générer du code sans build runner, eh bien c'est repoussé au calenque grec car il ne donne même plus de date. Pour ce qui est de Flutter Web, la version qui utilise du WebAssembly plutôt que du JS est testable, mais il faut être sur le canal master. Et pour ce qui est de l'interop avec le code en Kotlin ou l'Objective-C, eh bien ça reste là aussi en preview. Ensuite, pour ce qui est de Flutter, la version 3.10 est disponible et le focus est sur l'implémentation de Material 3 avec notamment des nouveaux widgets comme la Search Bar ou la Secondary App Bar. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que le moteur de rendu Impeller est désormais activé par défaut pour iOS, ce qui améliorera particulièrement les performances. Et d'ailleurs, toujours dans les éléments intéressants, iOS est bien servi avec la correction orthographique qui est disponible dans tous les champs de texte, le débugage sans fil qui fonctionne, ou encore le partage de code des plugins entre iOS et macOS qui va pouvoir être effectif. Et enfin, côté Android, il y a le support de Camera X pour l'appareil photo. Et voilà les éléments principaux, mais je pense vous réserver une vidéo dédiée à toutes les nouveautés car là je passe vraiment en mode TGV. Donc après Flutter, place à Android, où déjà en termes de produits, on note la sortie de la tablette Pixel qui sera disponible à la fin juin et qui je pense va relancer ce segment qui en avait clairement besoin. Le prix il est certes pas donné, mais il y a moyen que ce soit pas un flop total. Par contre, un flop qui est quasiment assuré, ce sera le téléphone pliant qui s'appelle le Pixel Fold, car il va coûter 1899 €, ce qui est plus cher que le téléphone de Samsung, et en plus il sera pas vendu en France, mais en Allemagne oui. Mais sinon, dans les rares annonces intéressantes, la principale concerne l'arrivée d'un GitHub Copilot-like dans Android Studio, qui s'appellera Android Studio Bot et qui a pour avantage de ne pas envoyer votre code sur les serveurs de Google. Malheureusement, c'est en preview sur la version Canary et vous serez obligé de passer par un VPN car ça ne marche qu'aux États-Unis. Malgré tout, un énorme point positif, c'est que l'IA mentionnera ses sources. D'ailleurs, pour ce qui est des tests via Espresso, vous pourrez maintenant simuler des changements de rotation ou de pliage des écrans pour supporter en fait les écrans pliants ou pliables. Côté Android pur et dur, cette fois-ci, la deuxième bêta d'Android 14 est disponible et deux changements majeurs sont à noter. Le premier concerne le Predictive Back Gesture qui s'améliore pour mieux s'intégrer aux animations. Vous voyez par exemple ici que tout paraît plus naturel en fait, on va dire, avec le champ de recherche. Vous pouvez pour ça utiliser soit des composants prédéfinis ou alors faire des animations custom. Mais surtout, les informations de Data Safety fournies dans le Google Play, elles vont maintenant apparaître directement dans l'interface des téléphones. C'était une rumeur et c'est donc confirmé désormais. Je poursuis et même si je vous parlerai d'IA après, désormais vous avez un Acceleration Service qui vous permettra d'exécuter des benchmarks selon les données que vous allez lui donner en entrée et ce en sortie sur TensorFlow. L'idée c'est de pouvoir ainsi déterminer les performances pour avoir la configuration optimale sur chaque device. C'est disponible dès à présent en bêta, mais ça ne marche qu'avec TensorFlow Lite distribué par les Play Services. Et maintenant sur le sujet de la télé et très rapidement, une première alpha des composants pour Jetpack Compose est disponible. Et cette fois-ci sur le sujet des montres, c'est-à-dire Wear OS, une nouvelle version est disponible en Developer Preview et la principale nouveauté réside dans un nouveau format pour concevoir les watch face. Pour ça, il y a un nouveau format XML qui nous rappellera des bons souvenirs ou encore un studio pour en faciliter la création. A noter aussi que les tuiles elles peuvent se connecter aux data bindings de la plateforme pour avoir en quasi temps réel les données de santé par exemple. Et enfin, sur le Google Play, vous allez pouvoir faire des fiches descriptives différentes pour les utilisateurs inactifs de votre appli, ou alors pouvoir bientôt les personnaliser en fonction des pubs. Mais surtout, vu que l'IA c'est la thématique, si vous ne l'avez pas encore compris, eh bien tout le texte de description il peut être généré par une IA si c'est en anglais uniquement. Alors j'espère que ça marchera bien, mais déjà que la traduction c'était déjà une cata, j'ose même pas imaginer le résultat ici. Mais bon, voilà d'une manière générale les deux gros sujets qui étaient Android et Flutter, mais il est probable que je vous fasse des vidéos tellement il y en a à dire. Ensuite, d'une manière générale, on nous a assommé de sujets sur l'IA et j'ai vraiment du mal à comprendre la stratégie de Google sur le sujet, si ce n'est en fait occuper le terrain, car avant de vous expliquer les plus intéressantes, soit elles ne sont pas disponibles en dehors des États-Unis, soit elles sont sur liste d'attente, autant dire en fait que c'était beaucoup de vent. Mais malgré tout, côté IA, ce qu'il faut retenir, c'est que leur nouveau LLM maison s'appelle Palm 2, qui supporte une centaine de langues et a été entraîné sur de nombreux langages de programmation, allant du Python au JavaScript en passant par du Fortran par exemple. Mais l'idée c'est qu'à l'image de Codex, qui est une déclinaison spécialement entraînée sur le code de GPT, eh bien Google a son Cody, alors oui c'est Codex Cody, ça se joue vraiment à une lettre, et pour le coup c'est basé sur Palm 2 et c'est cette IA qu'on retrouve dans Android Studio. D'ailleurs, vous entendrez peut-être aussi parler de Duet AI, qui est en fait un similaire, à savoir une variante de Palm 2, mais qui est plutôt pour toute la suite Google Doc et toute la partie entreprise d'une manière générale. Et enfin, pour finir, Google a présenté pour Google Maps une extension à son Immersive View. L'idée c'est d'avoir un beau rendu 3D qui affiche même la météo en temps réel, et la bonne nouvelle c'est que vous allez avoir accès à cette notion de vue aérienne en 3D avec une API.
Ça ressemble un peu à une vidéo intégrée, mais ça peut être sympa par exemple sur un site d'une boutique ou alors pour de la navigation. Par contre, c'est limité aux adresses aux États-Unis et ça ne sera pas forcément donné car il faudra payer 16 $ pour 1000 requêtes. Bon voilà, vous l'avez compris, il y avait de l'IA des États-Unis, un Pixel Fold qui va coûter un bras, mais malgré tout, il y avait plein de petites trouvailles ici et là et qui en fait sont masquées par ces grosses annonces qui vont en fait tout simplement pas nous concerner. Et voilà, je referme ce Dev Café du jour, car comme je vous l'ai dit, on reviendra plus en détail demain sur toutes ces petites annonces, mais j'espère que cette vision très large pour le moment vous aura intéressé, et je vous invite d'ailleurs à faire le petit like. Et aussi, eh bien, n'hésitez pas à me partager votre impression générale sur ce que je vous ai présenté dans les commentaires, en fait, tout simplement. Est-ce que c'était amazing, comme ils nous l'ont dit tellement de fois, ou alors est-ce que c'était plutôt une perte de temps? Eh bien voilà, n'hésitez pas à me répondre. Allez, sur ce, bien, je vous souhaite une très belle journée, et on se dit à demain!